Bien, merci d'être venu à l'heure. Pour commencer, je vais vous faire deux citations qui donnent un peu l'esprit des soirées de débat que nous organisons depuis 7 ans. La première phrase est d'un musicien, chef d'orchestre espagnol, catalan, Jordi Savall. Dès qu'on perd la mémoire, on perd aussi la faculté d'améliorer le présent et le futur. La deuxième citation est de Marc Bloch, historien universitaire alsacien, mort en 1944. Jordi Savall, lui, est vivant. Marc Bloch a dit et écrit « L'angoisse du présent naît forcément de l'ignorance du passé ». Donc, notre groupe des 5 vallées cévenols organise depuis 2007 des soirées débats comme celle-ci permettant d'aborder librement divers aspects de l'évolution de nos sociétés. Notre objectif est double: discerner des éléments durables en recherchant ensemble les effets immédiats ou différés, ou même les non-dits. L'objectif aussi de tenter de mieux en maîtriser les conséquences sur nos comportements et nos choix de citoyens responsables, que l'on soit croyant ou pas. Bref, proposer une façon d'exercer notre liberté de conscience à laquelle nous sommes attachés dans les Cévennes tout particulièrement. Pour nous aider dans notre réflexion, nous sollicitons chaque fois plusieurs témoins, des spécialistes du thème. Ce soir ici, un concours de circonstances exceptionnel, pas seulement peut-être dû au hasard, nous a permis la rencontre entre une question globale, une ou plusieurs médecines, et une situation locale qui explique les 3 intervenants que vous avez devant vous. Situation locale, c'est celle de la Salle et du Val de Salindrinque, zone où 2 projets arrivent à maturité après avoir été portés, quelquefois depuis plusieurs années, par des acteurs locaux. Pour nous accompagner, ce soir, 3 témoins ont bien voulu répondre à notre invitation et nous les en remercions vivement. Didier Sicard, excusez-moi mesdames, de commencer par le professeur Didier Sicard, que certains ici connaissent peut-être, mais la plupart moins que peut-être Irène et Joël. Le professeur Sicard a été connu en 1998, je crois, 99, quand il a été nommé troisième président du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de santé. Et vous avez occupé ce poste de président de ce CCNE jusqu'en 2008. 2008, vous avez été remplacé. On vous a gardé quand même comme président d'honneur du CCNE. Et en décembre 2012, vous avez remis un rapport sur un sujet qui va être l'objet d'un projet de loi prochainement, un rapport sur la mission de réflexion que vous avez présidée sur la fin de vie. Bien sûr, vous êtes médecin, professeur de faculté, professeur notamment à l'université de Paris-Descartes, vous avez exercé à l'hôpital Cochin en médecine interne, et vous avez des attaches cévenoles, puisque vous avez des liens avec Monoblé par votre épouse. Bon, je vous présenterai peut-être Joël Lachaud tout à l'heure, après l'intervention du professeur Sicard.
Joël Lachaud, qui est, depuis plusieurs années, a animé un groupe autour des médecines alternatives, des soins naturels. Et comme Irène Lafont de Cazeneuve, elles vous diront toutes les deux où elles en sont de leurs projets respectifs. Le projet d'Irène Lafont étant la création dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent, la création d'une maison maison médicale, maison de santé pluriprofessionnelle. Bon, on en saura plus en les écoutant. Voilà, je vais donc passer la parole aux orateurs, aux intervenants, et ensuite nous aurons un débat d'1 heure à peu près, qui précédera une collation que nous vous proposons à l'arrière de cette salle. Merci et à tout à l'heure. Donc quand Jacques Monteil m'a demandé de venir à la salle, j'étais d'emblée très intéressé par cette expérience en cours de réalisation, de créer une maison médicale et une maison des médecines dites traditionnelles ou alternatives. Parce que je crois que le besoin en est évident et que c'est peut-être une avancée au XXIe siècle de s'approcher des personnes que nous sommes, chacun, dans notre singularité, et peut-être de ne plus être dépendant d'une seule médecine, même si moi-même, je suis un exemple de cette médecine que j'ai pratiquée en essayant d'être le plus scientifique et en même temps le plus proche des personnes traitées. Et donc je voudrais, dans une brève introduction de 25 minutes à 30 minutes, vous dire comment je perçois en France ce projet qui doit tout faire pour ne pas rentrer dans des débats stériles, dans des débats pseudo-scientifiques ou dans des débats de concurrence, mais dans une approche qui privilégie le vivre ensemble, qui privilégie le respect des personnes, qui privilégie le respect des soignants, et qui n'est pas une sorte de diabolisation de telle ou telle approche. Alors, j'essaierai de vous porter le regard de quelqu'un qui a terminé sa carrière professionnelle sur ce que je pense de la médecine dite allopathique, de la médecine conventionnelle, au début du XXIe siècle dans notre pays, et puis de dire ce que je perçois des médecines traditionnelles, avant de peut-être vous encourager à cette expérience d'un tressage entre les deux. Et je pense qu'il y a peu d'expériences en France qui soient de ce type, et que le drame, ce serait un pugilat ou une sorte de fossé entre les citoyens qui, progressivement, finiraient par se scinder en la gauche et la droite, le nord et le sud, l'est et l'ouest, mais qui, au contraire, chercheraient ensemble ce que peut être une expérience probablement aussi riche. Alors, le premier point, qu'est-ce que l'on peut dire au XXIe siècle de la médecine dite conventionnelle? Bon, il y a des lieux communs. Elle a été d'une extraordinaire efficacité pour des maladies, des leucémies, des cancers, le sida, l'hypertension, les grossesses, bref, je ne vais pas faire la litanie à la Prévert de tout ce que vous savez, et qui permet de dire qu'effectivement, la médecine, dans son aspect le plus conventionnel, a permis de sauver un grand nombre de vies. En même temps, elle a permis quelquefois de prolonger des vies de façon peut-être excessive,
Elle a permis aussi de faire naître des enfants qui ne seraient pas nés et qui vont être porteurs d'un handicap. Il y a plus d'enfants handicapés qui naissent au XXIe siècle, d'enfants porteurs de handicap qu'au XXe, parce que, effectivement, les progrès de la réanimation, le progrès de l'assistance médicale à la procréation font que des grossesses qui n'auraient pas évolué vers la naissance d'un enfant se poursuivent et avec des risques pour l'enfant. Par conséquent, on ne peut pas dire que la médecine dite conventionnelle n'a pas une face noire ou une face obscure et que les conséquences, quelquefois délétères, de telle ou telle pratique médicale, de tel ou tel médicament sont parfaitement connues. Mais plutôt que de faire un procès ou au contraire une révérence face aux médecines conventionnelles, je voudrais insister sur une évolution que j'aurais pu voir durant ma vie professionnelle, c'est-à-dire la disparition de deux choses. La disparition, même à la limite, j'aurais vu disparaître deux choses et j'en aurais vu apparaître une. Ce que j'ai vu disparaître, c'est le corps et la parole. J'ai vu disparaître le corps parce que la médecine, tentée par les progrès de l'imagerie, tentée par les progrès des chiffres biologiques, a fini par transférer la connaissance de la médecine sur l'être humain, avec cet événement trivial qui est que quelqu'un a éventuellement mal au ventre ou mal à la tête, avant d'être examiné, avant d'être interrogé sur ce qu'il est ou ce qu'elle est, eh bien, la référence tout de suite, c'est d'aller vers une échographie ou au mieux un scanner. Et certains médecins considèrent qu'ils n'examineront les malades qu'après échographie. À partir du moment où l'image a fini par confisquer la réalité du corps, à partir du moment où ce que dit la médecine du corps est plus important que ce que perçoit le malade, on s'aperçoit que peu à peu, de façon évidente, les étudiants en médecine ont fini par ne plus savoir examiner un corps, ne plus examiner une hanche, une épaule, une articulation, un dos, comme si le corps était au fond, une structure de la personne qui avait une importance subjective, personnelle, dans sa jouissance de son corps, mais qui n'est plus une sorte d'objet soumis à l'expertise du médecin, alors même que les images, les scanners, les échographies, les IRM disent du corps mieux que ce que le malade en perçoit. Avec d'ailleurs ces surprises quelquefois, des gens qui se portent parfaitement bien et qui, à l'occasion d'un petit symptôme, se font faire une échographie, un scanner ou une IRM, et on découvre des images dont la médecine ne sait que faire, mais qui finissent par greffer leur présence sur la réalité subjective du corps. La deuxième disparition, c'est la parole. On dit que quand on va voir un médecin habituel, eh bien, la relation entre la parole du malade et la parole du médecin, c'est de l'ordre de 10% pour le malade et 90% pour le médecin, parce que le médecin étant devenu un expert, bombarde de questions le malade qui éventuellement peine ou hésite à parler de sa propre subjectivité. Et à partir du moment où il n'y a plus ni corps, ni parole, et que la médecine finit par être fondée uniquement sur une expertise technique, qui soit des chiffres biologiques ou des expertises d'image, eh bien, cela marche remarquablement pour des maladies parfaitement identifiées, une tumeur du rectum, un sida, une thrombose des coronaires, un anévrisme du cerveau. Bon, bref, toutes ces maladies parfaitement identifiées, effectivement, bénéficieront très probablement, de façon plus précoce qu'autrefois, d'une vision médicale qui leur permettra de survivre, voire de guérir. Ce que j'aurais vu disparaître, donc, c'est le corps et la parole. Ce que j'aurais vu apparaître, et c'est quelque chose de très troublant, je ne pense pas que peut-être la France en ait le monopole, mais c'est une aventure qui est un peu universelle, c'est que
au fond, non seulement la parole et le corps auront disparu, mais deux acteurs auront disparu, en plus, le malade et le médecin. Ils auront disparu, non pas physiquement, mais ils auront disparu au profit d'une seule structure, qui est l'économie. Et qu'à un certain moment, à partir du moment où la médecine est devenue une activité extrêmement coûteuse, parce que palper un corps, faire un examen clinique, qui est une richesse, regarder une hanche, regarder un dos, regarder un œil, regarder une gorge, c'est simplement le fruit d'une expérience, d'une pratique, d'un artisan, de quelqu'un qui est devenu un expert du corps. Si on a mal au ventre et qu'on va faire une échographie, ça va coûter tout de suite plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. Et donc à partir du moment où l'économie va finir par sous-traiter et demander à la médecine qu'elle utilise de façon croissante des prothèses d'image et des prothèses biologiques, d'où certains examens, je prends un exemple, un seul exemple, je n'en parlerai pas d'autres après, le dépistage du cancer de la prostate, dont la médecine dit qu'elle ne sert absolument à rien, coûte 310 millions d'euros, 310 millions d'euros par an à la France. On voit très bien que ce n'est plus le malade qui a la prostate malade, ni le médecin qui est spécialiste de la prostate. Qu'est-ce qui va tirer les marrons du feu? Eh bien, c'est l'économie de ceux qui vont proposer à l'assurance maladie le remboursement indéfini de PSA que les Français font malgré toutes les recommandations des sociétés savantes disant que ça ne sert à rien. Mais dans l'imaginaire français collectif, l'économie s'est substituée aux malades et aux médecins. Le deuxième point, c'est que devant cette médecine conventionnelle, coûteuse, eh bien, on s'aperçoit que son territoire va être très paradoxal, car d'un côté, elle va sauver des vies de façon évidente, et non seulement sauver des vies, mais être probablement un des facteurs, sinon le seul, parce que je crois qu'il y a d'autres facteurs, de non seulement l'allongement de la durée de la vie, mais en même temps d'une vie qui est en meilleur état jusqu'à la fin, et que probablement le plus grand progrès qu'a eu l'humanité en matière médicale depuis 40 ans, c'est le traitement de l'hypertension artérielle. Le traitement de l'hypertension artérielle qui tuait parce que les gens faisaient des hémiplégies à l'âge de 50 ans, 60 ans et restaient paralysés, hémiplégiques pendant 10 ou 15 ans. Eh bien, le nombre d'hémiplégies, d'accidents vasculaires cérébraux a considérablement baissé depuis 30 ou 40 ans, mais, et là c'est un deuxième paradoxe, c'est que depuis 30 ans, il n'y a pas le moindre progrès dans le traitement de l'hypertension artérielle. Autrement dit, la médecine, elle ne passe pas son temps à monter verticalement. Elle a atteint, je crois, depuis 15 ou 20 ans, elle a atteint une sorte de plateau en matière de cancer, en matière d'hypertension, en matière... Bon, le sida était une exception, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis 10 ou 15 ans. Autrement dit, la recherche scientifique est en situation actuellement relativement plate, alors que dans l'imaginaire citoyen habituel, on est persuadé que la médecine fait des progrès, des miracles permanents et qu'on aura la survie, les cellules souches. On est dans le discours délirant qui se fonde perpétuellement sur des acquis scientifiques et thérapeutiques obtenus dans les années 80-90 et qui, actuellement, au fond, restent dans une situation extrêmement stable. Et au fond, la médecine dite conventionnelle ne va réellement, en dehors de ces progrès impressionnants dans un certain nombre de disciplines et de pathologies, être impuissante à apporter une véritable aide au bien-être. Alors, vous savez que l'OMS a dit que la santé, c'était non seulement le bien-être physique, mais aussi le bien-être psychique, et qu'il y a une sorte d'autre paradoxe, car la médecine, au fond, c'est pleine de paradoxes, c'est que plus la médecine progresse, et plus les citoyens de notre pays sont, comme les autres pays, angoissés. Au fond, au moment où la médecine était impuissante à guérir l'hypertension, un certain nombre de cancers, de leucémie, de Hodgkin, en passant, quand j'étais étudiant, Hodgkin, mortalité 100%,
En 2013, Hodgkin, mortalité 1%. Donc on voit très bien qu'il y a des maladies qui ont été radicalement transformées. Et devant de ces succès de la médecine, on s'aperçoit que, au fond, l'être humain est angoissé par ce que dira la médecine de son corps, car il suffit que la femme enceinte fasse une échographie pour que le regard sourcilleux de l'obstétricien qui la regarde et qui fait que la mère est angoissée, alors qu'une grossesse était menée avec sérénité avant l'échographie. L'échographie a rendu extrêmement anxiogène la grossesse. Et donc on voit que peu à peu, notre culture a fini par encourager, à travers cette expertise technique et cette disparition de la parole et du corps, une inquiétude chez les humains qui disent toujours « Est-ce que je ne ferai pas un examen qui me permettra de découvrir quelque chose, qui me permettra de vivre plus longtemps que les autres ?» Et c'est ainsi que les scanners vont fleurir, avec quelquefois des demandes extraordinairement réduites, ou alors, maintenant que le cancer du sein fait la une des journaux, et plutôt les journaux féminins, eh bien les femmes à 35 ans, un peu une douleur dans le sein, vont se faire une mammographie en disant on ne sait jamais. Et par conséquent, on est dans l'accumulation d'actes, qui ont d'ailleurs leur danger, l'accumulation d'actes, parce que la médecine va répondre ainsi à l'angoisse existentielle. J'ai appris que mon ami, à 45 ans, travaillant dans une entreprise, c'est un exemple, a fait un infarctus et il est mort subitement dans sa salle de bain ou en montant sur les gouales. Eh bien moi, au fond, à 45 ans, je fume, peut-être que ce serait bien que je me fasse faire une coronarographie. Et ainsi, on a dans une fausse médecine de la prévention, au lieu d'arrêter de fumer, au lieu d'avoir une conduite alimentaire plus raisonnable, on va demander à la médecine une prévisibilité en fonction d'examens qui vont reposer sur la finance publique, c'est-à-dire notre financement commun, expliquant une part du déficit de l'assurance maladie. Alors, en miroir, on a les médecines traditionnelles. Les médecines traditionnelles, j'ai eu la chance de vivre longtemps en dehors de mon pays, en Extrême-Orient, un petit peu en Chine, surtout au Laos, et d'observer des médecines qui avaient une inscription dans l'histoire depuis plus de 2000 ans, la médecine ayurvédique. Je ne suis absolument pas un expert des médecines traditionnelles, mais j'ai appris à les respecter. J'ai appris qu'elles étaient capables peut-être de substituer à cette médecine classificatoire, à cette médecine qui veut faire rentrer les symptômes d'une balle dans le dos quand on fait un métier qui est un peu difficile dans un supermarché, qu'on reste pendant 7 heures sur sa caisse, on a mal dans le dos. Quand peut-être on fait les vendanges, on a mal dans le dos. Bref, le mal dans le dos fait partie de l'existence humaine, mais la médecine est totalement incapable de lui apporter la moindre aide, en dehors d'éventuellement un peu d'aspirine ou de Doliprane ou d'un médicament, mais sa réponse va être de faire une radio de la colonne vertébrale ou un scanner de la colonne vertébrale qui ne sert à rien quand on a un peu mal dans le dos. Je ne dis pas que quelqu'un ayant une douleur dans le dos ne pourra pas quelquefois révéler quelque chose qui sera embêtant et qui fera l'objet d'une investigation, mais dans l'immense majorité des douleurs dans le dos, les douleurs banales, les douleurs des articulations, l'imagerie, non seulement ne va rien apporter, mais va finir par créer des fantasmes de responsabilité, de causalité entre ce que l'on voit à la radio et ce qui est la cause même de la... L'exemple le plus banal, et qui m'a toujours mis dans un état d'agacement, ce sont quand on a un petit peu mal à la tête, ou mal dans le cou, ou un petit vertige, et se dire, au fond, peut-être qu'on devrait faire une radio du cou. Et on fait une radio du cou, et on trouve une arthrose cervicale qui est chez 100% des êtres humains à 50 ans. Eh bien, l'arthrose cervicale va enfermer le symptôme dans « j'ai une arthrose cervicale ». Et par conséquent, je suis malade. Et qu'au lieu de dire « je suis un humain qui a 50 ans, une arthrose cervicale, et je vais prendre d'autres méthodes que la médecine pour m'en sortir », on va se laisser tétaniser par cette image qui n'a pas plus de sens que ce qu'elle voit. Elle ne dit rien,
et elle n'a en particulier, il n'y a aucun rapport entre cette arthrose cervicale et le petit vertige que l'on perçoit éventuellement de temps en temps. Alors les médecines traditionnelles, elles ont pour avantage d'être plutôt orientées vers la bienfaisance, de rarement être malfaisantes, encore que, il faut être prudent, et qu'en particulier, on a démontré que des décoctions de plantes et de gens qui prenaient des thés importés justement d'Asie ou de pays qui, plus ils étaient exotiques, apportaient plus de prestige, pouvaient être très dangereux. On a vu ainsi des maladies du foie induites par des tisanes venues du Tibet, sous prétexte que c'était le Dalai Lama qui les avait... que ce n'était pas au fond le Dalai Lama qui les avait fabriqués, mais qu'il y a eu des forbans qui ont vendu des thés qui, éventuellement, étaient porteurs d'ennuis pour le corps, qui étaient comparables aux ennuis que certains médicaments peuvent fournir. Et une question centrale qui était celle de la justice, parce que c'est une question éthique majeure pour la médecine, c'est-à-dire que quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui, en tout cas, n'est pas riche, peut hésiter, dans un pays comme la France, où l'assurance maladie est, à mon avis, d'une extraordinaire générosité, puisque on peut faire 20 échographies dans le mois, on sera remboursé de ces 20 échographies sans qu'il y ait la moindre évaluation de la légitimité de ces examens. Eh bien, en revanche, devant les médecines traditionnelles, même si elles sont utiles pour le bien-être, même si elles empêchent de consommer des médicaments, eh bien, elles sont coûteuses pour les personnes. Et ce que j'ai perçu de ce projet, et qui m'a impressionné, je me suis dit, bon, les Cévennes ont peut-être une relation à l'argent, une relation aux citoyens qui est peut-être différente de ce que l'on peut avoir en Picardie, en Bretagne ou dans le Var, c'est-à-dire une interrogation sur comment faire partager l'intérêt des médecines traditionnelles à des personnes sans qu'il y ait le dépassement avec des fortunes, parce que, effectivement, quand on est malade, quand on souffre, on est prêt à dépenser beaucoup d'argent et que cela peut quelquefois encourager des pratiques, sinon perverses, mais quelquefois un petit peu ambiguës. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais je pense que les médecines traditionnelles ont leur place parce qu'elles sont adaptées à la personne. Elles sont adaptées, au fond, presque, et c'est le paradoxe encore, plus adaptées aux personnes au XXIe siècle qui sont perdues dans leur corps, dans leur relation au monde, à partir du moment où les religions, même si dans les Cévennes, les protestants ont encore des repères, mais les repères spirituels sont en voie de déliquescence, et que quelquefois, il peut y avoir une sorte de repères ou de pseudo-repères. Je ne me porterai pas garant de la qualité, quelquefois toujours certaine, et que je ne comparerai pas des repères spirituels et des repères qui sont quelquefois des importations un peu sauvages du bouddhisme ou de la médecine ayurvédique, mais je pense que l'approche traditionnelle peut être non seulement très utile, mais bienfaisante, et permet de restituer au corps son unité. Et peut-être que, justement, cette faille que la médecine dite conventionnelle a créée en abandonnant le corps, en abandonnant la parole, a fini par restituer aux médecines traditionnelles tout un espace abandonné. Et d'ailleurs, les médecins l'ont perçu parce que j'avais été très surpris dans ma propre université, en 2002, je crois, un sondage avait été fait chez les 120 étudiants qui étaient sortis dans l'année de l'université de l'hôpital Cochin. Et à ma surprise, on s'apercevait qu'environ 65% des médecins qui avaient été formés à la médecine conventionnelle, à la médecine scientifique, à la médecine dont je vous parlais, la médecine moderne, dans ce cas-là, quelquefois de très performant, choisissaient d'aller vers les médecines traditionnelles. C'était un peu une surprise parce qu'ils n'avaient reçu aucun enseignement de médecine. Et ce que, quelquefois, je trouvais un peu ambigu, c'est que les médecins utilisaient alors leur diplôme, qui était une médecine fondée sur la science, qui était une médecine conventionnelle, utilisaient leur diplôme et se disaient, au fond, la seule façon de pratiquer la médecine, c'est d'aller vers les médecines traditionnelles. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, et qu'un médecin peut faire des médecines traditionnelles, mais il a besoin à ce moment-là d'avoir une très grande rigueur
par rapport à son métier. Je pense que des médecins traditionnalistes peuvent être des non-médecins, mais là encore, au fond, l'éthique commence qu'ils aient une rigueur qui devrait être aussi celle des médecins conventionnels, c'est-à-dire de ne pas jouer sur des ambiguïtés. Il n'y a rien, au fond, de plus étrange devant une personne qui souffre, de trouver un praticien, quel qu'il soit conventionnel ou traditionnel, et qui lui propose des thérapies dont éventuellement l'économie, au sens grand E de l'économie, est en fait le seul réel dispensateur. Autrement dit, pour terminer, ce que je crois, c'est que si, à la salle, il y a ces deux projets de maison médicale et de maison de médecine traditionnelle, avec des médecins qui s'entendent entre eux, qui ne s'écharpent pas, qui ne se reprochent pas mutuellement leur attitude face à telle ou telle pathologie, où la lucidité fait que quand on est un médecin ou un traditionnaliste et que l'on a un sentiment de l'inquiétude, de quelque chose qui ne va pas bien, de ne pas retarder la prise en charge d'un cancer, d'une hypertension artérielle, d'une maladie infectieuse, au fond de ne pas être négligent. Et si à ce moment-là, on est devant ces deux approches médicales qui ont pour souci la prudence, la prévention, et qui ont pour souci, au fond, de respecter les personnes avant de respecter la médecine qu'ils font, je pense qu'à ce moment-là, ce projet peut être un projet magnifique et très créateur pour d'autres régions. Merci. Merci, professeur Sicard. Donc, docteur Irène Lafont-Fesnock va nous resituer la situation, nous faire le point sur la situation locale. Merci. Oui, donc pour l'instant, je vais juste réaborder l'optique, le projet de maison médicale pluriprofessionnelle. Donc, comme le rappelait le professeur Sicard, on voudrait revenir à une médecine qui soit centrée sur la personne. Notre exercice, quand j'ai commencé il y a 25 ans, c'était un exercice de médecin généraliste, tout seul dans son cabinet, avec quelques collègues correspondants à qui on s'adressait quand il y avait vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas gérer tout seul. Et c'était le colloque singulier entre le médecin et le patient. Et puis, c'était quand même quelquefois très stressant. Il y a quelques collègues dans la salle. C'était quand même quelquefois très stressant d'assumer toute cette responsabilité. Et au fur et à mesure de la formation des étudiants, l'optique est vraiment apparue une coordination entre les praticiens de santé, un appui sur les confrères, sur les seniors, sur ceux qui ont de l'expérience, sur ceux qui ont d'autres qualifications. Et cette approche-là, ce désir de se réunir, vraiment a pu pousser sur le deuxième terreau qui est ici, c'est la désertification. Si je parle de terreau, pardon, ce n'est pas du tout adapté. Sur le terrain qui est ici, le risque de désertification. Cet exercice isolé, cet exercice indépendant avec énormément de responsabilités, fait peur quand on est tout seul. Donc, l'intérêt des personnalités en charge de la vie des populations, c'était que des médecins aient envie de continuer à s'installer, que des kinésithérapeutes aient du travail, que les enfants des cantons n'aillent pas très loin pour des soins d'orthophonie. Le regroupement de tout ça, c'était de faire une coordination entre tous ces professionnels qui puissent se parler, pas juste entre deux portes quand on se croise en voiture dans la rue et qu'on bloque la circulation pour dire j'ai vu un tel, il faudrait faire ça pour un tel. Et donc ce désir, ça a correspondu après 20 ans d'exercice à un autre mode de travail et pour pouvoir avoir des successeurs qui auront, parce qu'eux, ils ont été formés à ça, mais nous, ça a fait germer en nous ce désir du même mode d'exercice et de travailler en commun, de partager les choses, d'avoir une même façon de répondre aux patients. Il y aura aussi l'intérêt d'avoir une réponse
permanente de tous les temps d'ouverture, il y aura quelqu'un qui répond à la demande réelle ou ressentie de soins urgents. Donc cette pratique va allier notre plaisir de travailler différemment et la pérennisation d'apporter des soins de qualité à toutes les personnes. Donc, ce n'est pas de défiler des gens beaucoup plus rapidement, ce n'est pas des meilleures conditions de travail uniquement, c'est la personne qui sera le centre du fonctionnement de la maison médicale. Après ça, il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire sur le fonctionnement. C'est la mairie qui a voulu relancer ce projet parce qu'elle était consciente de la désertification. Donc, nous avons marché évidemment avec cette idée-là. Alors, je remercie le professeur Sicard qui a déjà un petit peu parlé des médecines alternatives et notamment par rapport aux problèmes économiques qui, malheureusement, eh bien, toutes ces médecines alternatives sont quand même assez chères pour beaucoup de gens parce qu'elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Et donc, on a eu envie d'allier les deux, c'est-à-dire de faire un dispensaire pour les plus démunis. Pour les enfants, serait donc même c'est gratuit pour les enfants de cette population. Et ce sont des personnes qui gagnent moins de 950 € par mois et par part. Donc, on a pu se grouper, toutes les personnes qui vont travailler au sein de ce dispensaire, que ce soit donc des thérapeutes, que ce soit des accueillants, eh bien, ils sont bénévoles. C'est donc un grand élan de générosité, de solidarité, et ce sera un grand travail d'équipe. Donc, ce qui est très important, c'est qu'on va pouvoir faire aussi bien de l'éducation à la santé, pouvoir faire de la prévention et pouvoir toucher peut-être des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir se soigner de cette façon-là. Donc voilà, et je pense que je répondrai à vos questions. Je pense que j'ai dit l'essentiel. De toute façon, c'est un travail de groupe. Donc dans la salle, il y a mes petits camarades qui pourront répondre aussi eh bien, à toutes vos questions. Voilà. Bien, donc la parole est à la salle. Un des deux micro-baladeurs est à votre disposition. Je regrette que les deux dames étaient si brèves, parce que quand on ne connaît rien de ces projets, on n'en sait pas beaucoup plus maintenant. Alors moi, j'aimerais poser la question à Irène Lafont. Bon, dans votre maison médicale, quels sont les genres de soignants qu'il y aura, hein, quelle spécialité? Et la même question à Joël pour savoir quelles sont les compétences finalement et quel genre de médecine ou de soins vont être apportés dans votre groupe, dans votre dispensaire. Alors, effectivement, dans la maison de santé, c'est quelque chose qui m'a heureusement surpris. C'est que quand on a commencé à en parler, immédiatement, nous avons eu un dentiste qui a proposé de venir s'installer à plein temps à la maison médicale. Nous avons actuellement 6 heures de dentiste par semaine et 4% des actes de dentaire qui sont effectués sur la salle. C'est-à-dire que 96% des Lassallois se font soigner chez des dentistes à distance. Il y a eu immédiatement, quand le mot maison médicale a été prononcé, un dentiste qui a dit « Est-ce que je peux venir ?» Donc, ça a un intérêt pour ça. Une orthophoniste qui est en formation, qui est originaire de la salle, a dit « Je prends position. Est-ce que je pourrais venir faire de l'orthophonie au moins 3/4 temps ?» On a dit « 150% du temps, si vous voulez venir nous faire 40 heures par semaine, ce sera très bien. » Immédiatement, enfin assez rapidement, des kinés se sont proposés. L'émulation va faire venir 3 kinés qui s'installeront en temps. Oui, mais ne soyez pas étonnés. Actuellement, on a 2 temps et demi de kinés à peu près qui sont effectués par des gens qui sont des collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là. Ils font bien entendu avec beaucoup de conscience leur travail, mais ils ne sont pas titulaires de leur poste. Et
ceux qui veulent venir sont intéressés à être là en tant que titulaires à part entière dans l'exercice de leur métier. Il y a une naturopathe qui désire s'installer, c'est-à-dire que c'est une praticienne qui n'est pas conventionnée, mais elle sera en relation avec nous, ce que disait Joël tout à l'heure, dans l'éducation à la santé, dans reprendre possession de... Le professeur Sicard l'a très bien dit, je vais chercher mon médicament pour ne pas avoir mes coronaires bouchés, mais je continue à fumer et à manger du beurre. La naturopathe, la diététicienne, parce qu'il y a aussi une diététicienne, vont nous aider à reprendre en compte avec les patients, à partager entre nous qu'est-ce qu'on peut apporter de plus et de mieux que la réponse de la médecine traditionnelle. Prenez votre statine, voilà. Et il y a aussi, on a bien sûr pensé à joindre les praticiens, les médico-sociaux, c'est-à-dire que les associations d'aide à la personne auront des permanences et seront présentes. L'assistante sociale aura des permanences dans ce lieu, une psychomotricienne, donc avec l'orthophoniste, une psychomotricienne. Nous aurons probablement des consultations avancées, c'est-à-dire que nous demandons à des praticiens spécialistes de venir effectuer une demi-journée ou une journée de travail au sein de la maison médicale pour éviter les déplacements des résidents de la salle vers les spécialistes qui sont pour chez nous la plupart à 35 km. Donc, un cardiologue peut venir 1 ou 2 fois par mois, ou 2 cardiologues viennent une journée par mois, assurer les consultations de cardiologie. Si on sait qu'ils viennent ce jour-là, on prendra les rendez-vous de consultation de cardiologie. On aimerait qu'il y ait cardiologie, gériatrie, éventuellement pneumologue, des spécialités pour lesquelles on a besoin assez fréquemment d'avoir recours à des spécialistes. Nous aimerions mettre en place aussi une pièce de télémédecine. La télémédecine, c'est la possibilité de ne pas déplacer le spécialiste, mais d'être en contact avec lui par les moyens de communication actuels, donc de type Skype quand vous parlez avec vos petits-enfants qui sont en Suède, de type de vidéoconférence, si vous voulez. Pour la dermatologie, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Le praticien est avec son patient et il y a un dermatologue à l'autre bout, de l'autre côté du miroir de télévision, et le dermatologue peut conseiller telle ou telle chose. La télémédecine nous permettrait aussi de communiquer avec un intervenant de santé qui sera, par exemple, au Plantier. Les Plantiers Saint-André-de-Valbonne n'ont plus de médecins. Les praticiens, les infirmiers, des praticiens de santé seraient sur le poste là-bas et ils ont besoin de l'intervention du médecin. Donc, la communication est faite entre le médecin qui, du coup, lui, de l'autre côté de la télé, et le praticien qui est à l'infirmier ou la personne qui est, par exemple, la responsable de la maison de santé, la maison de retraite des Plantiers, communique avec le médecin et au lieu de déplacer un médecin jusqu'au Plantier, parce que c'est une demi-heure ou 3/4 d'heure de route, donc de temps perdu du praticien, de temps passé non productif, on règle certaines choses avec la personne de l'autre côté. Donc la télémédecine aussi qui sera jointe. Un complément pour la maison de santé de la salle, c'est d'avoir un médecin et d'être le centre de référence des médecines d'urgence. C'est-à-dire que notre secteur maintenant, c'est Saint-André-de-Valbonne, Saint-Jean-du-Gard et La Salle. Nous sommes en secteur de garde commune. La permanence des soins, la continuité des soins, c'est de 8h du matin à 8h du soir. La permanence des soins, c'est que même à 11h30 du soir, vous pouvez contacter un médecin, il y a un médecin de garde. La salle recevra, enfin nous aimerions bien être reconnus comme tel, recevra le médecin de garde quand ce n'est pas un de nous, et aura une structure d'urgence, sera référence. Nous n'avons pas de pompiers non plus, il faut 20 minutes pour que des pompiers arrivent. Nous aurons une structure d'urgence avec des médecins entraînés, habitués, formés, avec le matériel nécessaire pour assurer l'urgence vitale en attendant les médecins urgentistes, le SAMU, les véhicules, l'hélicoptère, tout ce qu'il faut. Donc, le médecin sera celui, quand ce n'est pas nous qui habitons à côté, qui seront de garde, ce sera un médecin extérieur qui viendra prêter main forte et qui pourra être logé sur place.
Et puis, bon, matériellement, la pharmacie se déplace avec le groupe, ce qui fait que tout ce qui concernera la santé sera, pour une géographie, un seul point là-bas. Oui, il y a une autre chose que je n'ai pas nommée qui sera là, c'est il y aura aussi l'équipe du CROP qui viendra faire des vacations pour le dépistage des surdités, l'équipe de Adopsy, donc les équipes d'aide, de suivi pour les adolescents en difficulté. Il y aura, voilà, on peut mettre tout ce qu'on a envie de mettre, on peut le mettre dans la maison médicale. Parce qu'il y aura un travail groupé, parce qu'il y aura une coordination entre nous, parce qu'on a envie d'en parler avec les praticiens plutôt qu'on envoie les gens, on les reprend après, on va communiquer. Dans le dispensaire, on commence, donc on a encore peu de thérapeutes, peu d'accueillants, mais on va pouvoir tout de même commencer. Donc nous avons des psychologues qui feront de l'écoute psychologique et peut-être même des suivis pour certaines personnes ou certains enfants. Et puis nous avons un ostéopathe, nous avons une naturopathe, une personne qui pratique le shiatsu. Le shiatsu, je pense qu'ici, vous savez, les Lassallois et les gens autour connaissent bien les médecines alternatives. Donc, c'est une méthode un petit peu, comme on pourrait dire, un peu d'acupressure, c'est-à-dire qu'on suit les points des méridiens et donc c'est une technique qui vient d'Asie au départ. Sinon, on a la méthode Feldenkrais. Donc là, c'est un travail par le mouvement. Donc, on ne va pas dire ni que c'est de la kiné, ni que c'est de l'ostéopathie, ni parce que c'est pas tout à fait ça, mais c'est aussi une prise de conscience du corps par le mouvement et même c'est un soin. Et puis, on est pour parler avec aussi une personne qui fait de la médecine chinoise. Donc, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont fait une formation longue, qui ont un diplôme, donc un diplôme reconnu, parce que ce n'est pas parce que ce sont des personnes qui vont être à faible revenu que vont être soignées par des personnes qui sont... c'est pas au rabais. C'est donc vraiment des soins de qualité. On y tient beaucoup parce que c'est vrai qu'on a entendu certaines choses par rapport à du charlatanisme. Donc les personnes qui vont pouvoir être thérapeutes dans le dispensaire tous les diplômes pourront être consultables, les formations, il n'y a rien à cacher, on est dans la transparence. Et puis il y a les accueillants. Les accueillants, c'est un rôle très très important parce que c'est l'accueil des personnes qui vont pousser la porte pour une première fois. Et donc là, ça sera l'écoute, les recevoir comme sujet, les recevoir dans leurs demandes, les recevoir dans leurs questionnements, leur expliquer comment fonctionne le dispensaire, voir avec elles comment elles ont envie, quel thérapeute elles ont envie de voir. Et à aucun moment on ne se substitue à un médecin, le médecin traitant, ou on se substitue donc à leur désir. Ce sont les personnes. De toute façon, une personne sait ce qu'elle ressent, de quoi elle souffre, et elle doit être respectée dans sa demande. Et il n'est bien sûr pas question que ce soit nous qui l'orientons. Donc c'est pour ça que l'accueil est quelque chose de très important et que nous veillons à ce qu'il soit de qualité également. Donc j'ai quand même l'honneur de vous dire que ce dispensaire va ouvrir ses portes le 18 novembre. Nous allons faire une porte ouverte le 16 pour expliquer comment cela fonctionne. Et ça ne va fonctionner qu'une demi-journée par semaine au début. On attend que d'autres thérapeutes nous rejoignent, d'autres accueillants. Mais l'important, c'est de commencer, je pense. Et puis peut-être que voilà, certains viendront nous rejoindre en pensant que ce n'est pas seulement une vue de l'esprit. Et puis, ce qui est, je pense, aussi important, c'est que les personnes qui vont venir à ces soins alternatifs vont payer une petite participation aux frais du dispensaire.
Donc, ça va s'échelonner selon les revenus et sur justificatif des revenus pour que ce soit juste. Entre 5 euros et 25 euros le maximum pour la tranche de personnes qui gagnent à 950 euros par mois. Donc voilà, je pense que c'est un beau projet. Moi, je suis ravie, en tout cas, de porter ce projet avec tous les amis, et que ce sera un travail d'équipe et qu'on fera sûrement plein de choses et qu'on ne sait pas encore combien, mais on va travailler tous ensemble. Et c'est ça qui, je trouve intéressant, justement, de ne pas être uniquement dans son coin, dans son cabinet, mais de pouvoir partager. Le projet de dispensaire s'est calqué sur un dispensaire qui existe déjà à Cray. C'est le premier dispensaire de soins naturels en France. Et ils ont actuellement 30 thérapeutes qui interviennent, qui interviennent maintenant sur donc 5 demi-journées, en réalité regroupées en 2 jours. Ils ont 5 demi-journées de soins et il y a 30 thérapeutes différents. Et je pense que de même que la maison médicale attire des gens, on compte bien que le dispensaire, la pratique qui va être ouverte comme ça, va attirer les praticiens dans une idée d'éthique, c'est-à-dire aussi de savoir qu'ils se rendent accessibles même aux gens qui ont des difficultés financières, et dans le cadre du don, de pouvoir donner de leur pratique, donner de leur qualité de soins à tous. Et ce sera très très intéressant de refaire le point au bout d'1 an de comment le dispensaire se sera développé, de combien de praticiens seront là, de combien de temps sera nécessaire d'ouverture pour répondre à la demande. Oui, ce qui me frappe dans cette aventure, c'est d'échapper à la diabolisation réciproque des médecines alternatives par la médecine conventionnelle et réciproquement. Et là, on retrouve ce qui se passe dans les pays de l'Extrême-Orient que je connais bien, où en même temps la perfusion d'antibiotiques, la pénicilline, le traitement contre l'hypertension, et en même temps le recours à des plantes, le recours à des massages, et donc ce n'est pas contradictoire. Mais dans l'ensemble, ces deux médecines, quelquefois, se regardent comme des chiens de faïence et avec une sorte de concurrence, alors que probablement, si ça marche, ça sera au bénéfice de chacun, et non pas une sorte d'affrontement de culture. Oui, c'est au docteur Cazeneuve que je pose la question. Je n'ai pas très bien compris quand même. J'ai 2 questions très exactement à poser d'ailleurs. La première, c'est l'économie au sens financier du terme de la maison médicale. Car vous faites appel à des médecins extérieurs qui, certains vont se déplacer dans votre cas. Alors, est-ce qu'ils vont faire payer plus cher ou pas plus cher, ou qui va couvrir les frais de ce déplacement? C'est un premier point. La deuxième question, c'est de savoir comment vous pouvez obtenir la certitude qu'ils font du point focal qui a été défini par le professeur Sicard, la présence de l'homme, enfin, la personne plus exactement qui est en face de vous. Est-ce que systématiquement vous êtes assuré que ces médecins, ces praticiens qui offrent leurs services, pas bénévolement si j'ai bien compris, est-ce que vous êtes certaine ou comment pouvez-vous l'être qu'ils vont avoir cette perspective dans leur contribution? Voilà. Alors pour la première question, c'est l'expérience des autres maisons médicales qui fait dire que des praticiens y trouvent tout à fait leur intérêt. Leur déplacement ne sera pas nécessairement valorisé financièrement par la sécurité sociale, par exemple. Actuellement, l'économie immédiate qu'on voit, c'est que, par contre, les résidents de notre secteur n'auront pas des déplacements de transport de VSL vers un praticien. Sachant que s'il y a 8 personnes qui seront vues par le cardiologue, par exemple,
Ça fait 8 transports en VSL ou 5 transports en VSL, plus 3 qui iront avec leurs propres moyens parce qu'ils ne sont pas dans une maladie longue durée. Mais il y a une économie d'échelle pour la sécurité sociale. Le praticien y trouve certainement son intérêt. Il y a une des maisons médicales de l'Aude qui a 3 cardiologues qui ont demandé à venir passer une journée de travail à leur maison médicale. C'est quand même surprenant. Ils sont 3 à vouloir, ils se battent pour venir. Donc, c'est qu'ils y ont leur intérêt. Peut-être de fidéliser leurs patients, peut-être de les connaître dans leur milieu de vie. Parce que si vous imaginez quand vous allez voir un spécialiste, il ne sait rien de ce que vous vivez. Il ne connaît pas les routes pour rentrer à la salle. Il ne sait pas ce que ça représente comme trajet. Il ne sait pas le temps qu'il y fait l'hiver, etc. Donc, peut-être qu'ils y ont leur intérêt de connaître mieux les gens. Quant à dire si je vais jurer qu'ils vont s'occuper de la personne, ça c'est... Bien sûr, je ne peux pas m'y engager et je ne serai pas le gendarme qui va vérifier ce qu'ils vivent. Je pense que ce seront les patients qui nous donneront la réponse. C'est-à-dire que s'ils désertent cette consultation-là, c'est que ça ne leur convenait pas, ce n'est pas ça qu'ils voulaient. Et peut-être que nous, dans les réunions de concertation, on sentira aussi celui qui vient parce qu'il va débiter beaucoup plus d'actes, parce qu'il va en faire 16 dans la journée à la salle. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Ça, j'ose croire que ça viendra instinctivement, qu'on le ressentira. Alors, une autre chose très importante, c'est l'économie de santé. On aimerait beaucoup, ça c'est quelque chose qui va relever du politique, et on a un petit peu de peine à porter ce poids-là aussi, c'est qu'on aimerait bien, à un moment ou à un autre, qu'on puisse pointer à l'Agence régionale de santé, à la sécurité sociale, qu'on lui fait faire des économies comme ça. Et que donc cette économie qu'ils font bassement en matériel, il y a 16 transports qui ont été économisés. Ce n'est pas donnant-donnant, mais puisque nous faisons ça, le médecin de garde d'urgence, il va éviter des transports par les pompiers à l'hôpital. Il va éviter des hospitalisations. Il va éviter de couper des patients de leur domicile. Il va économiser donc des frais annexes. Donc, comment est-ce que vous nous rendez ça ? Quelle qualité de travail vous nous permettez en ayant effectivement la télémédecine, en ayant un acte de garde un peu plus valorisé financièrement, un jour de repos supplémentaire, c'est-à-dire que quand on a fait une garde de week-end, est-ce que je peux avoir un interne, un SASPAS, ça s'appelle, c'est les internes en fin d'exercice, qui vient me remplacer. Il va faire ma journée de travail, parce que moi j'ai fait toute la garde du samedi midi au lundi 8h, et qu'il me faut reprendre mon cabinet à 8h. Ça, c'est usant. Eh bien, comment vous me valorisez ça ? Vous m'autorisez à avoir un SASPAS, c'est très bien. En plus, ça se passe, il se forme, il a les patients qui viennent, il assure mon cabinet normal, et moi, je peux quand même récupérer un peu, je peux avoir, oui, mon mari, une vie de famille. Oui, je me permets de poser une question. La France, les Français et la médecine ont à faire face à 2 dangers, d'après ce que j'ai compris. Depuis plusieurs années, il paraît que c'est grandissant. C'est d'une part la désertification de certaines zones, dont la nôtre, désertification médicale. Et par ailleurs, et là ça concerne tout le monde, le docteur Sicard y a déjà fait allusion, mais est-ce que les maisons de santé vont contribuer au deuxième défi que on doit relever en France, c'est le trou de la Sécu. Voilà. Donc le désert médical et diminuer les dépenses de santé ou meilleure gestion des dépenses de santé. Alors, par ailleurs, excusez-moi, le centre de soins naturels, il semble que ce soit le 2e après Cré, ou le 3e même. Oui, mais le 3e, il y la en maison a de un santé. 2e qui s'est construit aussi à Romans-sur-Isère. Oui, donc pour les 2 questions que je posais, il me semble que les maisons de santé médicales, là, il y en a déjà beaucoup en France. Hein, et donc, on peut déjà tirer une leçon. Est-ce que ces maisons de santé bénéficient de la nouvelle loi sur les étudiants en médecine qui, lorsqu'ils démarrent, doivent rendre à la collectivité quelques mois ou quelques années dans les zones désertiques, non ?
à ma connaissance, ce n'est pas encore le cas. Simplement, c'est qu'ils ont, je pense, une aide à l'installation, mais il est évident que dans le futur, les maisons médicales vont couvrir un espace à peu près total, et que ce métier de soignant, de médecin, est un métier qui ne peut plus se faire tout seul. Parce que, d'abord, on a besoin du regard des autres. Aucun médecin ne peut se sentir capable de tout connaître, des données médicales. Je crois qu'on estimait à 20 ou 25 000 ce qu'un médecin devrait ingurgiter chaque année dans les connaissances médicales. Par conséquent, on est dans l'absurde. Et que le partage d'expérience, pouvoir demander son avis à un autre médecin, éventuellement d'une autre spécialité, paraît de l'ordre actuellement de l'évidence. C'est un métier qui nécessairement change et qu'il faut mieux anticiper ces changements que, effectivement, ne pas... un médecin s'en va parce qu'il est un petit peu âgé et qu'aucun jeune médecin ne veut venir dans ce cabinet. Je crois que les municipalités, la population doit être capable d'accueillir et de tout faire pour qu'une maison médicale associant des compétences, kinésithérapie, psychologue, non seulement sont moins coûteuses pour l'assurance maladie, mais permettent, surtout, j'imagine, dans ces régions, si le service d'urgence est capable en même temps, en catastrophe, d'aller là où le malade est en situation de drame, éventuellement, d'apporter un bénéfice. Et on est dans une situation assez étrange en France où d'un côté, les médecins français, je ne parle pas des spécialistes, mais les médecins généralistes français gagnent moins bien leur vie que dans les autres pays européens. Et que l'assurance maladie paye plus cher, parce que les médecins sont obligés de multiplier des actes, une vaccination antigrippale qui n'est pas vraiment éventuellement un geste médical très sophistiqué, qui va faire le prix d'une consultation, et c'est à mon avis absurde, et que s'il faut passer 45 minutes à écouter quelqu'un qui est mal à la tête, est-ce que c'est vraiment grave, est-ce que c'est pas grave, quelle est sa situation personnelle, eh bien, à ce moment-là, l'argent de la consultation est dérisoire. Donc, je pense qu'il y a une véritable réflexion. Ce métier est en train de changer radicalement. Il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, des métiers de coordinateur de soins, des métiers qui vont permettre à ce que les maisons médicales fonctionnent de façon cohérente et qu'il n'y ait pas de dérive dans un sens ou dans un autre, de surmédicalisation, mais au contraire, d'avoir... au fond, que la médecine apporte sa compétence qui est non seulement incarnée par une personne, mais en même temps incarnée par un groupe de personnes. Donc, ça me paraît évident que c'est non seulement l'avenir, mais que la notion de parcours de soins est en train d'apparaître, un malade est hospitalisé, je ne sais pas, pour un cancer du côlon, par exemple, eh bien, immédiatement, le parcours de soins fera qu'il aura ultérieurement des conseils diététiques, des conseils de prise en charge, éventuellement de kinésithérapie pour refaire sa musculature abdominale. Bref, la notion de parcours de soins pour ne pas laisser à l'improvisation de chacun, quelquefois en fin de vie, qui était le sujet sur lequel j'avais travaillé, que la fin de vie ne soit pas laissée à l'improvisation et que au fond, la communauté de soignants, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur spécialité, apportent leur aide et retrouvent ce qu'est la finalité même de la médecine, c'est-à-dire d'aider une personne en s'y mettant éventuellement à plusieurs. Jacques, pour répondre, il y a deux choses mélangées peut-être dans ce que vous avez évoqué. Il y a l'aide à l'installation. C'est effectivement les zones fragiles, réputées fragiles, c'est-à-dire à une distance fixée par la loi du premier centre hospitalier. Des jeunes praticiens qui s'installent vont être exonérés de charges pendant un moment quand ils sont installés là, et ils ont un minimum de revenus assurés, c'est-à-dire que si les premiers temps où ils s'installent, ils ne gagnent pas telle somme dans le mois, la sécurité sociale va compléter.
Et il y a une deuxième chose, c'est que dans des départements déficitaires globalement, des étudiants qui étaient des boursiers avant peuvent demander la prise en charge de leurs études par le complément de salaire de la prise en charge de leurs études les premières années par la CPAM. Ils devront, un certain nombre d'années, ils s'engagent à s'installer dans la zone, dans le département qui les a aidés à financer leurs études. Donc, ça commence à assez bien fonctionner. Saint-Jean-du-Gard a une jeune femme qui fait ses études en disant « j'ai payé mes études comme ça, j'irai m'installer à Saint-Jean-du-Gard ». Donc, ça, c'est des deux choses. Et je revenais tout à l'heure, on a évoqué par rapport à la complémentarité des médecines traditionnelles et des médecines, de la médecine classique. Ça m'a renvoyé à ce que les étudiants apprennent actuellement. Je crois que ça s'appelle le carré de Weitz. C'est que sur 1000 personnes, dans une journée, dans un mois, sur 1000 personnes, il y en a 750 qui vont se sentir malades. À un moment ou à un autre, ils ne vont pas se sentir bien dans leur peau. Sur ces 750, il y en a 250 qui consultent un médecin. Sur ces 250, le médecin va en prendre en charge et il va y en avoir 25 qui vont aller voir un spécialiste, qui vont être orientés vers un spécialiste. Et un de ces 1000 va être hospitalisé. Les étudiants en médecine font leurs études sur ce un patient. Les étudiants qui vont faire de la médecine générale vont venir essayer de connaître la pratique pour les 250 qui ont vu le médecin généraliste. Et les 500 autres, eh bien, ils ont fait de la médecine traditionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont appris que quand ils étaient enrhumés, on faisait une inhalation, on prenait un grog, on se couvrait et on se faisait transpirer en prenant de l'aspirine et du paracétamol. Et puis il y en a qui ont un tout petit peu plus de connaissances dans les médecines traditionnelles. Alors ils se sont fait une tisane de thym, ils auront pris de la sauge pour se faire suer. Et puis il y en a qui auront effectivement, parce qu'ils ont bien compris que ce qu'ils avaient, c'était plus d'ordre de tension intérieure, de psychisme, de choses comme ça, ils sont allés faire du shiatsu. Alors effectivement, ils auront vu un spécialiste. Et puis il y en a qui sont allés voir l'ostéopathe parce qu'effectivement, ils ont bien senti qu'ils se sont noués quelque part et qu'il faut les aider à dénouer ce qu'ils n'ont pas fait. Il y en a finalement 500 qui ont fait de la médecine traditionnelle. Nous ne représentons qu'un quart de la vie. C'est ce que le professeur Sicard nous disait tout à l'heure. La médecine classique, enfin la médecine allopathique, c'est 25% du soin à la personne. 50%, ce sera la médecine traditionnelle. Et 25%, ils ont de la chance, ils vont bien. Alors, ce que je trouve intéressant de travailler comme ça dans un centre, d'ailleurs que ce soit la maison de santé ou le dispensaire, c'est qu'il y a une approche à chaque fois différente pour le patient, pour l'usager, et que finalement, pour ceux qui vont soigner, c'est aussi très intéressant de pouvoir discuter de l'approche de quelqu'un d'autre qui les a vus, de quelqu'un d'autre qui les a approchés, qui a écouté autrement, qui a perçu des choses différemment, et ça se complète. Et je pense que c'est aussi tout ça, soigner, c'est voir vraiment la personne dans sa globalité et la voir sous ses différents aspects. Et quand on est tout seul dans un cabinet, eh bien, c'est parfois difficile et on peut passer à côté de certaines choses. Et c'est là que je trouve intéressant le travail d'équipe, que ce soit d'ailleurs en maison de santé ou au dispensaire. Oui. Il paraît que dans les dépenses de santé, au niveau national, il n'y a que 2% qui sont consacrés à la prévention et à l'éducation à la santé. Alors, est-ce qu'il y aura une place dans ces deux dispensaires pour remplir ces fonctions? Et ma deuxième question, qui est un peu plus compliquée, c'est que face à l'hyper-spécialisation de la médecine conventionnelle, à la multiplicité des approches, des disciplines, etc., finalement, actuellement, c'est le patient qui fait la synthèse quand il a une maladie complexe. Je parle. Donc, on comprend bien que d'un côté, les thérapeutes ont le besoin de se coordonner, mais du point de vue du patient, ça reste toujours une jungle incompréhensible, enfin difficilement compréhensible. Et je constate alors
même dans les disciplines alternatives ou complémentaires, qu'il y a aussi une tendance à la multiplicité des approches. D'où encore cette difficulté du patient à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces approches, ce qui demande quand même pas mal d'énergie, de réflexion et d'information. Donc ça veut dire une certaine autonomie du patient, une responsabilité dans sa prise en charge, dans sa propre prise en charge. Donc c'est cette deuxième question que je voudrais vous poser. Par rapport à l'éducation pour la santé, Jean-Paul, est-ce que tu peux nous dire comment c'est mis en place à la maison médicale de Sauve pour l'éducation à la santé et effectivement, ça fait partie des projets au niveau, ce qui est proposé, demandé en suivi dans une maison médicale. Oui, bonjour. Donc, je suis Jean-Paul Kerjean, je suis coordonnateur de la maison de santé pluriprofessionnelle de Sauve. Donc, pour répondre à cette question, les maisons de santé, je reprends Irène, excuse-moi, hein, ce n'est pas des maisons médicales, c'est des maisons de santé. On essaye justement de sortir un peu du schéma tout curatif pour passer au schéma préventif. Et donc, il y a possibilité, d'ailleurs ça fait partie du cahier des charges des maisons de santé, de faire des programmes d'éducation thérapeutique. Bon, c'est un nom un peu complexe. Ça peut devenir des programmes d'éducation à la santé. Les programmes sont validés par l'Agence régionale de santé. Actuellement, à Sauve, on est en train de construire un programme sur l'insuffisance cardiaque. Le projet, ce qui paraît intéressant dans ce projet, c'est le fait de mêler la mairie de Sauve, qui, par un label de jeunesse et sport, va essayer de promouvoir l'activité physique pour éviter et arriver en amont, pour éviter que les patients ou les citoyens deviennent de futurs insuffisants cardiaques. L'éducation thérapeutique, à proprement parler, consiste à créer, à partir de ce programme, des ateliers, donc des ateliers activité physique, des ateliers diététiques, des ateliers aussi connaissance de la maladie et comment apprivoiser sa maladie, vivre avec, faire confiance. Et puis voilà, donc c'est tout un programme qui existe peu, qui existe par exemple au CHU de Nîmes, où quelqu'un qui fait un infarctus, par exemple, va être pris en charge pendant 1 mois et pourra être informé sur sa maladie. Il faut savoir qu'il y a un délai d'attente de 3 à 4 mois. Donc l'intérêt, donc il va y avoir 3 maisons de santé qui vont être côte à côte. Donc celle de La Salle ici, celle de Saint-Jean-du-Gard qui devrait ouvrir en 2014, celle de Sauve, et qui a déjà décidé de travailler un partenariat, c'est-à-dire que si la maison de santé met en place toute une dynamique sur la promotion d'activité physique et sur la prévention de l'insuffisance cardiaque et le traitement de l'insuffisance cardiaque, celle de La Salle, je crois, a la volonté de développer l'éducation sur le diabète, celle de Saint-Jean-du-Gard sur la périnatalité, etc. Je profite que j'ai le micro, là je voulais intervenir. Il y a un point qui n'a pas été soulevé qui me paraît vraiment important, c'est l'aspect, la place du citoyen patient dans les maisons de santé et sans doute dans le dispensaire, puisque tu en as parlé, Joël. C'est fondamental que les citoyens prennent en charge leur santé. Et donc que chaque citoyen se sente, nous sommes tous des patients, qu'on soit soignant ou qu'on soit citoyen. Et donc c'est un appel à la maison de santé de Sauve. Nous avons initié, alors ce n'est pas vraiment notre rôle de le faire, mais je pense que les usagers de santé doivent petit à petit prendre place dans la gouvernance des maisons de santé et dans les structures de santé. Donc ça va demander quand même beaucoup une petite responsabilisation de chacun. Et puis, on s'appuie déjà sur les associations de patients. Il y a beaucoup d'associations de patients qui œuvrent dans ce sens-là. Et dans les territoires, on va essayer de se regrouper de façon à ce que les patients puissent avoir leur mot à dire sur leur santé. Voilà, je pense que j'ai répondu. Excusez-moi, association de patients, c'est des associations de patients typées par type, non? Ou c'est juste... Oui, alors actuellement en France, il y a beaucoup d'associations de patients, que ce soit la Fédération française de cardiologie avec les clubs Cœur et Santé, que ce soit France Alzheimer, France Parkinson ou pour les accidents vasculaires cérébraux.
Ce que je suggère, enfin c'est pas ce que je suggère, il y a une fédération française des maisons de santé, d'ailleurs avec Irène on se rencontre régulièrement, la fédération régionale des maisons de santé du Languedoc-Roussillon. Ce qu'on préconise, c'est des représentants d'usagers. Maintenant, la loi de 2004 donne une place aux représentants d'usagers dans les conseils d'administration des hôpitaux. On aimerait bien que dans les maisons de santé, ça se passe de la même manière, c'est-à-dire qu'il y ait des représentants d'usagers qui viennent dire les besoins de la population en matière de santé sur un territoire. Et que nous, on se fait plaisir hein, quand on fait des programmes, ça nous change du tout curatif. Le préventif, c'est quand même quelque chose qui nous porte. Mais nous avons vraiment besoin d'avoir des vis-à-vis et puis l'avis des citoyens sur les véritables besoins de santé, que ce soit en médecine conventionnelle ou en médecine traditionnelle. Je pense que la dimension participative de ce type de projet est très importante, comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Et bravo. C'est la même chose dans le dispensaire. Je pense que la prévention est quelque chose d'excessivement important et de rendre absolument les personnes complètement acteurs. C'est-à-dire que personnellement, même si je vais voir un médecin compétent, mais que je ne me sens pas écoutée, ou que je suis considérée comme un objet, je change de médecin. Je pense que c'est excessivement important que les gens soient, c'est leur corps, leur vie, leur santé psychique, physique, spirituelle, et que c'est important que ce soit entendu par la personne qui soigne. Donc, il y aura effectivement toute cette dimension de prévention, d'information, d'éducation et également d'information sur ce qui se passe dans la maison de santé à côté et qui peut être intéressant pour eux alors qu'ils ne sont pas au courant. Parce que le rêve, quand même, eh bien, c'est de travailler en équipe avec également les maisons de santé. Je veux dire, ce sera les mêmes personnes. Donc, c'est toujours important de pouvoir communiquer, de pouvoir s'informer et de travailler ensemble. Et surtout pas être dans le pouvoir et être en opposition. Parce que ça n'aurait aucun intérêt pour le soin. Oui, ça marche, oui. Je reviens sur ce que le docteur Sicard a dit tout à l'heure à propos du dépistage du cancer de la prostate, qui donc est connu comme inutile, mais toujours demandé par les patients. Mais la réflexion que je me fais, c'est que c'est quand même les médecins qui envoient le patient faire ce dépistage, je suppose. Et dans le même débat sur le gaspillage, avez-vous des idées, là tous les trois, sur ce gaspillage de médicaments que j'ai toujours trouvé terrible, notamment chez mes vieux parents autrefois? Est-ce que l'idée de médicaments vendus en plus petite quantité est une solution? Voilà. Et si on a le temps, alors une autre question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'il y a tant de jeunes qui doivent aller se former en Belgique pour être médecin ou infirmière, alors que la France est un grand pays qui normalement devrait avoir des écoles et de quoi former ces jeunes. Oui. Non, c'est une excellente question pour l'histoire du dépistage. La France est le pays du monde qui dépiste le plus et dans lequel la prévention est la plus faible. C'est quand même assez étrange, mais c'est directement lié. Parce qu'effectivement, le dépistage, c'est un problème de marché. C'est un problème de marché parce qu'il va associer des spécialistes qui, éventuellement, feront des examens sans arrêt, et puis les médecins sont pris au piège. Parce que quand le malade, depuis 20 ans, a son dépistage annuel, et mon dépistage, et que si le médecin dit, vous savez, la science dit que ça ne sert à rien. Comment ça ne me sert à rien? J'ai vu mon cousin, il a fait un cancer de la prostate. Et donc le médecin se dit, oh, je ne vais pas avoir de conflit avec ce malade, et il va lui signer cette demande d'examen inutile. Moi, ce que je reproche, c'est au pouvoir public. Au fond, j'ai rencontré le directeur de l'HAS, l'assurance maladie, et à un moment donné de dire, écoutez, ces 310 millions d'euros pourraient être utilisés à d'autres fins. Et que, à partir du moment où les autorités américaines, même celui qui a inventé le dosage du PSA dit « je regrette d'avoir inventé un examen qui a coûté aussi cher et qui a rendu aussi peu service ». Ce n'est pas quand on est hospitalisé pour un problème de cancer de la prostate et on va surveiller, mais le dépistage,
assimilé à la mammographie que les Français font de façon régulière chaque année, comme ça, comme s'ils allaient au vêpres, à quelque chose d'extraordinairement coûteux, inutile et choquant. La France a une spécificité. Nous sommes malades des médicaments que nous prenons parce que nous en prenons beaucoup trop. Il suffit qu'on ait un petit coup de fatigue pour qu'on ait un médicament qui est un sédatif, antidépresseur. On a un rhume qui ne sert à rien, on va prendre des antibiotiques. Et d'ailleurs, ce qui est le paradoxe, c'est que plus le niveau de vie est faible dans la population et plus les personnes prennent des médicaments, plus le niveau de vie augmente et plus ils ont accès à éventuellement des médecins peu prescripteurs de médicaments. Donc il y a toute une réflexion en France très profonde et qui font que les médecins eux-mêmes sont pris dans la nasse de se dire si je ne donne pas de médicaments, je vais perdre ma clientèle. Alors que je suis persuadé du contraire. C'est qu'un médecin qui écoute un malade et qui lui dit vous n'avez pas besoin de médicaments sera plus respecté qu'un médecin qui, n'écoutant pas, sort son ordonnance et sort les ordonnances de 12 médicaments, comme on a pu le voir quelquefois. Donc au fond, la question de l'usage inconsidéré du médicament en France est parfaitement une situation qui devrait être traitée en profondeur, mais que l'assurance maladie, dans son indifférence étrange, ne veut pas voir. Quant à la formation des étudiants en médecine en Belgique, ça, d'abord, je pense que les Belges ont mis les verrous maintenant, et ils ont empêché... C'était simplement lié au fait que des étudiants en médecine qui voulaient être médecins, eh bien, confrontés à des examens extrêmement difficiles, où il y en avait 1 sur 10 qui étaient reçus, et donc ils étaient désespérés, et que pendant les années 95, 2000, 2005, ils sont partis à l'Université libre de Bruxelles, de Louvain, et où ils ont été acceptés, ils ont pu faire leurs études de médecine et revenir éventuellement en France. Mais les Belges ont considéré qu'il n'y avait pas de raison que les étudiants français viennent faire leurs études en Belgique. Et donc cette possibilité a été refermée. Certains sont partis en Roumanie, mais qui a joué le rôle un peu comme la Belgique. Mais au fond, simplement, c'est que la difficulté du concours, qui est un des concours comparables éventuellement aux grandes écoles, a fini par écarter de l'activité médicale des étudiants généreux qui auraient voulu justement faire ce métier sans être des ingénieurs mathématiciens, des ingénieurs de la médecine, mais qui voulaient être des véritables médecins et qui ont été écartés par la difficulté de ces examens qui est quelquefois au-delà des possibilités communes d'étudiants. Moi, je ne suis pas compétent pour les infirmières et les kinés, je ne connais pas la réponse. Simplement, à ma connaissance, c'est étrange, mais la Belgique a des qualités d'accueil hospitalières et de maisons pour les personnes, en particulier porteuses de handicap, largement supérieures à la France. Et comment un petit pays reçoit des citoyens français qui ne trouvent pas de place en France. Donc c'est un problème qui est humiliant pour la France. Et la Belgique nous donne une leçon d'organisation de l'accueil des handicapés que personnellement on devrait méditer, mais je suis très frappé de voir comment en particulier les parents d'enfants autistes se sont retrouvés contraints d'aller en Angleterre pour trouver un accueil qui était déficient en France. À propos des dépistages intempestifs, il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse. On rappelle quand même que le cancer de la prostate fait 10 000 morts par an, ce qui n'est pas négligeable. Un diagnostic trop tardif peut être mortel. En principe, ce qu'il faut évidemment pas faire, c'est un dépistage systématique de toute la population. Par contre, le praticien généraliste, c'est de son ressort de filtrer et d'orienter vers une thérapie ou des biopsies, enfin, etc., des investigations lourdes, à partir de signes cliniques qu'il va détecter. Je crois qu'il y a eu aussi une confusion entre le diagnostic
et qu'on a quelquefois dit surdiagnostic, trop de dépistage, et puis le surtraitement. Ce qui est coûteux et dangereux et inutile surtout, c'est plutôt le surtraitement. C'est pas moins et plus le surtraitement que le surdiagnostic, qui coûte quand même beaucoup moins cher. Le surtraitement, c'est-à-dire un excès de prostatectomie, c'est-à-dire de chirurgie ou de chimio ou de radiothérapie, là où ça ne se révélait pas indispensable. Il y a maintenant une évolution qui fait qu'on peut être en surveillance active quand on est dans une certaine situation qui n'est pas, qu'on peut caractériser maintenant, après avoir fait notamment des biopsies, on sait le degré d'agressivité du cancer et on peut le surveiller tous les ans ou régulièrement et voir son évolution et n'intervenir de manière lourde que quand c'est nécessaire. Je ne voudrais pas rentrer dans un débat scientifique, mais c'est quand même, si vous voulez, la littérature internationale, la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé, ce n'est pas une petite officine, c'est quand même celle qui rassemble la totalité des experts de notre pays, a eu le courage de dire en 2012, le dépistage systématique du cancer de la prostate n'a pas de sens. Et parce que, au fond, c'est notre humilité. On ne connaît pas l'histoire naturelle du cancer de la prostate. Et que des tas de personnes, comme vous le dites, effectivement, chez lesquelles on a fait la biopsie, on a découvert quelques petites... Les personnes sont très affolées, se disent « je veux un traitement, je ne veux pas rester avec mon cancer », donc on va avoir des traitements radicaux qui vont avoir beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. On va pouvoir faire un cancer de la prostate fulminant qui est de quelques mois entre deux dépistages. Le problème, c'est que la science dit, en 2013, le cancer de la prostate, avec les examens du PSA, n'est pas fondé sur une réalité scientifique. Et que quand on dit le cancer de la prostate a 10 000 morts, et par conséquent, ça a diminué, le nombre de cancers de la prostate a augmenté de façon considérable parce qu'un très grand nombre de gens, à 90 ans, 100% des gens ont un cancer de la prostate. C'est fait partie de l'histoire de l'humanité. Et donc, ça fait partie de l'évolution naturelle. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de peine à identifier chez une personne, est-ce qu'elle doit avoir besoin d'un traitement radical ou d'un traitement modeste? Le problème, c'est que quand les personnes sont découvertes porteuses d'un cancer de la prostate, elles sont généralement demandeuses d'un traitement radical. Et plus elles sont jeunes, d'ailleurs, plus elles sont demandeuses. Le problème, c'est que ce n'est pas un débat philosophique, c'est un débat où, au fond, vous participez effectivement à cette aventure française qui considère que l'existence d'une maladie, lorsqu'elle a été découverte, doit entraîner automatiquement une espèce de généralisation. Et que ce qui est quand même très troublant, c'est qu'effectivement la culture française, la culture médicale française, la culture des citoyens français, la culture de l'assurance maladie, la culture des urologues, c'est il faut dépister. Et ce dépistage coûte 310 millions d'euros. Et je trouve que ce 310 millions d'euros pourrait être utilisé. Je ne dis pas que on ne doit pas être attentif, mais un examen clinique peut parfaitement, mais alors à ce moment-là, l'examen clinique, c'est un examen effectivement un peu intrusif, a beaucoup plus de valeur que cet antigène qui est réitéré de façon automatique, sans penser. Et je persiste à penser que le dépistage actuel du cancer de la prostate, tel que le proclame, au fond, un certain nombre de médecins et d'urologues, n'est pas fondé sur une réalité scientifique. J'aurais une question pour Joël et Irène. Voilà. Dans le dispensaire de santé de médecine allopathique, est-ce que lorsqu'il y aura donc le cardiologue ou le pneumologue qui viendra dans la maison, est-ce qu'il y aura les outils qui seront adaptés à leur venue, c'est-à-dire un cardiologue, un pneumologue, si on va le voir, c'est qu'ils ont un cabinet, ils ont des outils adaptés, ils ont des machines, ils ont ce qu'il faut. Est-ce que la maison de santé se procurera ces outils-là pour que le pneumologue, le cardiologue et autres peuvent pratiquer leur spécialité comme s'ils étaient dans leur cabinet? Alors pour cette partie-là de la question,
Le cardiologue nous a fait remarquer effectivement qu'il y a certaines choses qu'il ne pourrait pas faire, bien sûr, au cabinet. Il ne peut pas apporter son appareil d'échographie spécialisé pour les échos cardiaques, par exemple, mais il peut apporter sa compétence, son expérience, son électrocardiogramme. Il peut faire un certain nombre d'examens. Le pneumologue ne peut pas faire des radiographies à la maison médicale. Il ne peut pas faire d'exploration fonctionnelle respiratoire avec toute sa machine complète qui va calculer la consommation d'oxygène, le métabolisme basal, etc. Il peut quand même faire des dépistages avec certains appareils portatifs. Donc, il y a une partie des choses, effectivement, on ne va pas tout faire. On n'aura pas un hôpital à la salle, mais il y a une partie des choses qui pourront être faites avec un minimum de matériel. L'Agence régionale de santé est prête, dans certains cas, à financer certains matériels qui peuvent servir à plusieurs praticiens. Donc j'aurais une question pour Joël maintenant. Je voudrais savoir si dans la maison de santé de soins naturels, il va y avoir un espace d'information. Ce que je veux dire, c'est ce que les psychothérapies ou ou autres, est-ce qu'il y aura un espace pour que quelqu'un qui ait envie de se faire soigner comme cela, mais qui n'a aucune connaissance sur le domaine, est-ce que, à part donc l'accueillant, si j'ai bien compris, qui lui sera le médiateur, ou en tout cas l'apport informationnel sur ce qui se passera, est-ce qu'il y aura des classeurs, est-ce qu'il y aura des petits résumés, est-ce qu'il y aura des informations pour des gens qui n'ont aucune connaissance sur les pratiques qui seront dispensées? Chaque thérapeute va faire une fiche pour expliquer la thérapie. Par exemple, je ne sais pas moi, l'ostéopathie, ce sera expliqué. Donc la thérapie sera expliquée et puis un petit peu la façon dont c'est pratiqué. Et puis, il y aura également un site Internet où ce sera expliqué pour ceux qui ont Internet. Et après, effectivement, ce sera des discussions avec les accueillants pour éventuellement avoir un peu plus de détails sur certaines pratiques. Sinon, ce sera surtout de l'information, donc papier ou Internet. Et il y aura le planning sera fait un mois à l'avance pour que les usagers sachent ce qui est proposé, les horaires, les dates. Donc, il y aura, oui, bien sûr, toujours de l'information. Voilà. Je voudrais reposer la question à Joël. Vous n'avez pas parlé, dans les médecines traditionnelles, des herboristes et des guérisseurs, qui me paraissent quand même les plus traditionnels des médecines. Ça, c'est ma première question. Et pour la maison de santé, vous n'avez pas du tout parlé non plus de psychiatrie, alors que ça fait aussi partie, je pense, d'une demande sur un secteur. Qu'est-ce qui pourrait être fait à ce niveau-là? Et dernière chose, est-ce que vous pourriez aussi nous dire où vont se trouver physiquement à la salle ces deux implantations? Alors, je réponds pour le dispensaire. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas du tout prévu l'herboristerie ou les plantes. Enfin, ça sera, je pense, abordé avec la naturopathie. Mais on n'en est qu'au début, et c'est vrai que si quelqu'un se présente avec une connaissance, une formation suffisante, qui tient la route, pourquoi pas? Enfin, je veux dire que là, on est assez ouvert pour qu'il se passe des choses dans le dispensaire, mais bien sûr pas n'importe quoi. Donc voilà, c'est avant tout des gens compétents, c'est ce qu'on demande avant tout. Alors ce dispensaire, c'est un local que peut... La question des guérisseurs, alors c'est la même chose. Pour l'instant, on n'a pas du tout de guérisseurs parce qu'ils ne pouvaient pas nous donner leur formation, une formation longue. Souvent, ils sont formés par une autre personne. Et donc, on a préféré, là, dans un premier temps, ne pas prendre de personnes qui n'avaient pas une formation longue.
Donc ça a été une décision de tout notre groupe pour justement ne pas avoir, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui attendent voir un petit peu ce qu'on va être. Et dans un premier temps, on préférait vraiment des gens dont on était sûr, même si des guérisseurs, effectivement, il y en a dans les Cévennes, et sûrement on en connaît qui pourraient venir travailler au dispensaire, mais on préfère attendre un peu. Voilà. Alors le lieu, eh bien, le lieu, c'est au-dessus du PASS, au-dessus du lieu ressource que vous devez tous connaître. C'est l'endroit où on peut faire de l'Internet. C'est l'endroit où on peut avoir beaucoup d'informations sociales. Et juste au-dessus, au premier étage, eh bien, il y a un grand local, merci la mairie de La Salle, qui a pu nous mettre à notre disposition ce local à des conditions privilégiées. Et donc, c'est juste en face du Crédit Agricole, hein, donc je pense que tout le monde connaît ce lieu. Donc voilà. Et c'est à partir donc, du 18 novembre que vous pourrez tous venir, au moins voir le 16 novembre ce qui s'y passe, poser vos questions et discuter. Oui, dans la continuité de la question précédente pour Joël, donc, est-ce que Cré et Roman sont allés plus loin dans leur choix de thérapeute et comment ont-ils fait? Alors, au CRE, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un parti pris de formation longue et d'avoir des diplômes. Donc, il y a pour l'instant des réflexologues, la même chose, médecine chinoise, mais c'est pareil, ce sont des gens qui ont été formés, quand même, ont une grande formation. Alors, la différence avec le dispensaire, que ce soit le dispensaire du CRE ou le dispensaire de Saint-Roman, la différence avec le nôtre, c'est que leur dispensaire est ouvert à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond de revenus. Donc, c'est vrai que nous, on a pensé à des gens qui sont en cabinet ici et qui peuvent avoir quelques difficultés. Et donc, on a préféré que ce dispensaire soit vraiment réservé à des personnes à faible revenu et qui ont en dessous donc de 950 € par mois ou par part, pour éviter ce genre de choses. Et c'est pour ça aussi qu'on demandera les justificatifs de domicile, enfin de justificatifs de revenus, pour pouvoir, voilà, que ce soit vraiment des personnes qui sont dans le besoin. Et justement, on espère pouvoir toucher un grand nombre de personnes comme ça qui peut-être même ne se font pas soigner souvent. Ton lapsus était intéressant. Est-ce que c'est ouvert à toutes les communes? Oui, oui, bien sûr, le dispensaire, ça recouvre toutes les communes qui voudront venir. Par contre, pas la limite a été fixée effectivement par rapport aux finances, comme l'a expliqué Joël. Elle a dit une chose, vous pourrez tous venir voir. Je pense qu'on peut rajouter une chose aussi, c'est éventuellement soutenir le dispensaire par une participation financière, même si vous ne venez pas en tant que soigné. Le dispensaire va être autofinancé, c'est-à-dire qu'il faut simplement qu'il puisse payer ses charges. Et puisque ce que vous a expliqué Joël, c'est que tout le monde sera bénévole, les accueillants comme les thérapeutes, et donc de façon à maintenir l'accès à tous sans limite de finances, il faut aussi une aide. Par exemple, si la naturopathe propose des compléments alimentaires pour rééquilibrer certaines carences chez quelqu'un, ça a un coût. Et ce coût-là, il va falloir trouver de l'aide. On va demander aux laboratoires qui font ces produits des participations. Il y a des fondations dans ces laboratoires qui peuvent aider, mais il faudra aussi que ce soit peut-être avec le financement. Donc nous comptons aussi sur votre quote-part pour le dispensaire. Par rapport au lieu pour notre implantation pour la maison médicale, elle sera posée sur les parkings de la maison de retraite, en face du petit magasin, du petit supermarché utile. La pharmacie sera sur le premier parking et la maison médicale couvrira une partie du second parking et la pharmacie, ce qui permet d'avoir tout regroupé en un seul lieu et avoir
une proximité de l'EHPAD, de la maison médicale, de façon à ce que les patients de la maison médicale aient accès sans difficulté à ce que nous allons proposer. Un dentiste avec une traversée, même en fauteuil roulant, ce sera 30 mètres pour aller à la maison médicale. Un cabinet de kinésithérapie bien installé. Nous félicitons les kinés du travail qu'ils font actuellement à la maison de retraite, mais ils seront quand même plus confortablement installés s'ils ont un vrai lit de massage, s'ils ont un espalier bien adapté, s'ils ont un vélo de trottinothérapie, enfin des planches de marche, etc., qui seront conformes. Et les patients pourront être dans la vie médicale du village et non pas parqués dans la maison de retraite. Ils se déplaceront pour venir, mais ils seront juste à côté de la maison. Par rapport à la psychiatrie, actuellement, nous n'avons pas de psychiatre qui est proposé, enfin, nous n'avons pas demandé, nous n'avons pas sollicité un psychiatre pour venir. Je pense que c'est évident que ça fera partie des demandes. Il y a la psychiatrie pour adolescents, par contre, c'est déjà prévu, puisque c'est quelque chose qui est organisé au niveau du département, et qu'ils cherchent des lieux pour se rapprocher des lieux de vie des adolescents en difficulté. Donc, ils ont déjà, eux, demandé à venir faire une vacation à la maison médicale, à la maison de santé. Un élu. Bonjour. Oui, je suis Patrick Bénéfice, adjoint au maire. Au sein de l'équipe municipale, avec le maire Henri Delatour, j'ai suivi plus particulièrement les deux projets, aussi bien celui de la maison de santé que celui du dispensaire. Donc je voudrais faire deux petits commentaires. Pourquoi la municipalité soutient ces deux projets ? D'abord parce qu'elle est convaincue que c'est dans l'intérêt de la population, dans les deux cas. Dans les deux cas, nous avons aussi affaire à des patriciens, un groupe de patriciens d'importance inégale, bien sûr, pour le dispensaire un peu plus réduit pour l'instant, mais de patriciens donc motivés et qui sont enthousiastes pour leur projet. Et donc la municipalité, comme elle le fait par ailleurs, soutient ces initiatives. Je voudrais juste dire, pour relativiser un peu certains commentaires, c'est quand même, il faut tout de même remarquer que la maison de santé pluriprofessionnelle donc assurera un accueil, on l'a dit, de 8h à 20h, enfin la continuité des soins. Et pour l'instant, le dispensaire, donc, ça a été dit, ouvrira une demi-journée par semaine. Donc, on a fait beaucoup de comparaisons, mais je pense que les projets sont d'importance inégale pour l'instant. Je voudrais juste rajouter, essayer de répondre à deux questions concernant la maison de santé pluriprofessionnelle. Une question a été posée, sommes-nous certains que le patient sera bien au centre du dispositif ? Je crois que c'était un peu ça. Et puis il y avait une autre question sur les économies d'échelle réalisées et les retombées que souhaiteraient voir les praticiennes de la maison de santé. Donc sur la première question, moi je peux témoigner que d'ores et déjà le patient à la salle est bien au centre des préoccupations de l'ensemble des praticiens, parce que j'ai été patient dans ma famille. Il y a eu des malades également, et il y a une véritable, d'ores et déjà, coordination entre les différents praticiens sur la commune. Et c'est bien parce que cette coordination existe déjà que ce projet, d'ailleurs, a pu aboutir, parce que je voudrais là rendre hommage donc à l'ensemble des patriciens du secteur de la salle qui ont monté un projet de santé. Il faut le savoir, c'est parce qu'un projet de santé établi par les professionnels de santé, c'est parce que ce projet de santé a été élaboré et présenté à l'ARS que l'ARS a pu le valider. Donc la municipalité soutient ce projet, bien sûr, mais ce sont les professionnels de santé qui en sont à aujourd'hui, disons, les premiers... J'ai oublié quelqu'un de très important, c'est l'équipe infirmière quand même qui sera voilà, avec nous. Mais je voulais le rajouter parce que tu n'as pas cité les infirmiers.
C'est pour ça que voilà. Donc les infirmières seront présentes dans la maison de santé. Sur la deuxième question, enfin sur la question des économies, sur les économies, bien sûr que la maison de santé va réaliser des économies. On l'a dit, ça a été dit, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc la sécurité, enfin, l'assurance maladie, la sécurité sociale cherche à faire des économies. Donc les maisons de santé sont un moyen de faire des économies, mais ce n'est pas au détriment des soins apportés, mais au contraire, hein, on l'a dit, grâce à la coordination entre les différents praticiens, ces soins qui sont déjà de bonne qualité, bien évidemment, le seront encore en plus et intégreront d'autres spécialités. Voilà, l'accessibilité des patients du secteur sera plus grande à des soins de proximité. Sur la retombée qu'on peut espérer avoir sur la maison de santé, là, il n'y a pas nécessairement, enfin, d'après donc une rencontre que nous avons eue récemment, quand je dis nous, ce sont les élus, enfin, les maires et les élus du secteur de la salle, de plusieurs communes, nous avons rencontré l'ARS. J'en ai retenu que effectivement j'en ai retenu une première chose, qu'il va falloir continuer à dialoguer avec eux pour justement mieux connaître peut-être, mais aussi inciter l'ARS à donner des moyens à cette future maison de santé. Mais il y a déjà une première mesure. Ce que je voulais indiquer, c'est que le simple fait que ce projet existe à aujourd'hui va permettre donc à l'ARS, nous a-t-elle dit, de classer le secteur de la salle dans la zone la plus critique. Hein. Enfin, ce ne sont pas exactement les termes. Il y a les zones critiques qui bénéficient du plus des moyens. On a parlé des installations. Enfin, Saint-Jean-du-Gard aujourd'hui est dans la zone critique et la salle ne l'est pas. La salle est dans une zone dite vulnérable. Enfin, il y a un petit degré de différence. À partir de l'an prochain, donc, l'ARS nous a dit qu'elle pouvait inscrire la salle grâce à l'existence du projet de maison de santé dans cette zone, dans ce périmètre critique qui va permettre de faire bénéficier les praticiens, enfin la maison de santé et les praticiens qui exerceront de mesures spécifiques. Voilà. Merci. Je ne sais pas si c'est une question, je voulais intervenir sur les problèmes de l'environnement et la santé. On sait qu'il y a énormément de liens entre l'environnement et la santé, qu'il y a énormément d'informations, de sensibilisation, de formation à faire sur ce thème-là. Et dans ce cadre, je pense que nous pouvons tous être acteurs de santé. Il y a les médecins, bien sûr, qui sont acteurs de soins, mais en tant qu'acteurs de santé, nous pouvons tous faire un effort dans le cadre de nos activités professionnelles ou autres, d'être acteurs de santé. Mais pour ce faire, on ne peut pas dire n'importe quoi. Dans le bâtiment, c'est assez simple. On sait que le confinement, on sait que certains matériaux, on sait que la ventilation, on sait le radon, je pourrais en citer une centaine de pathologies qui sont liées à l'environnement, mais il n'y a pas de sensibilisation là-dessus. Je voudrais savoir si, aussi bien dans la maison de santé que dans le dispensaire, il y aura une large place donnée à la sensibilisation pour que tous les habitants de la salle, soient acteurs de santé, sans faire de la concurrence aux médecins, bien sûr. On peut peut-être élargir au Comité national d'éthique aussi, pour avoir leur avis. Ça me paraît très très important. C'est la même chose que quand on parle de l'alimentation, c'est-à-dire que c'est tout faire pour que les personnes restent en bonne santé. Donc c'est vrai qu'on a pensé aussi que dans le dispensaire, on pouvait faire des petites conférences, faire des ateliers, et puis il peut y avoir aussi des panneaux d'affichage d'information pour que les personnes soient un petit peu plus au courant. Et puis bon, certains me connaissent ici, on sait que personnellement, je fais quand même de l'information sur Radio Escapade, sur justement tous ces problèmes d'environnement et de santé. Dans le cadre du fonctionnement d'une maison de santé, dans les projets de santé,
nous développons aussi effectivement, dans le cadre de l'éducation à la santé, comme dont nous a parlé Jean-Paul tout à l'heure, des réunions de formation, d'information. Il y a des réunions hebdomadaires entre les praticiens, des réunions mensuelles qui peuvent être prévues pour un sujet précis, spécifique, des coordinations, des réunions probablement trimestrielles avec les 2 autres maisons de santé. Et après, effectivement, on n'a pas spécialement pensé à un thème dans par rapport au bâtiment d'environnement et santé d'évoquer ça. Ça peut faire partie tout à fait de conférences, de réunions qui se passent au sein de la maison ou dans le cadre de la maison, dans une pièce un peu plus grande, parce que la salle de réunion sera un peu plus petite en superficie. La première chose qui a été émise, c'était de vous demander votre avis de spécialiste sur environnement et santé, architecture et santé, et on en reparlera avec l'architecte pour aborder des questions plus précises, parce que ça n'est pas neutre d'habiter dans un bâtiment carré aseptisé et dans quelque chose de chaleureux, lumineux, en lumière naturelle plutôt qu'artificielle, etc. Donc ça commence là, et puis les usagers nous demanderont ce qu'ils veulent comme conférence. On se pliera très volontiers à leur demande. Moi, j'ai le sentiment que cette aventure serait intéressant de voir dans 2 ou 3 ans. Mais si on pouvait arriver à ce que le secteur de la salle ne confie pas sa santé uniquement aux images et aux chiffres, mais à l'intelligence du corps, à cette sorte d'apprentissage que la science a apporté, cette connaissance, au fond, de ne pas confier à la seule médecine conventionnelle son salut, comme si la médecine était devenue, au fond, le seul élément du salut humain, mais qu'elle retrouve que le rapport à son corps, que le rapport à la médecine soit plus subtil. Et je pense qu'à ce moment-là, ça aura une capacité d'extension, de tâche d'huile. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la demi-journée de médecine traditionnelle comme ça qui va apporter d'emblée une révolution, mais je pense que l'état d'esprit de médecins qui, sans abandonner leur éthique personnelle, s'écoutent mutuellement, moi, je n'ai jamais vu ça. Et donc, je trouve qu'il faut porter ce projet. Comme tout projet, il est porteur aussi d'une petite part d'utopie. Il faut le porter, et ça ne peut être porté que par des citoyens qui veulent s'affranchir, au fond, des normes et d'une sorte d'ultra-médicalisation qui peut, à un moment donné, aboutir à plus d'inconvénients que d'avantages. Moi, personnellement, je suis impressionné par la bonne volonté. Il y aura des obstacles, mais il y a une idée. Et cette idée, elle dépasse, à mon avis, largement la médecine. Elle est comment une région peut en même temps être bien soignée et en même temps ne pas dépendre de la médecine à chaque instant pour connaître les ennuis de son corps. Et d'avoir cette pratique, de savoir qu'il faut marcher vite, qu'il faut effectivement, toutes ces réflexions sur la nutrition, ne pas être les victimes d'une publicité marketing qui est toujours un peu diabolique, au fond revenir à l'essentiel de ce qu'est un être humain, c'est-à-dire au fond toujours le complexe, l'environnement, vous l'avez signalé, mais l'environnement aussi, on raconte beaucoup de choses sur l'environnement, on raconte quelquefois les antennes, etc., on raconte un peu des bêtises, mais les choses importantes de l'environnement, je ne sais pas moi, tout ce qui est les produits agricoles répandus de façon tout à fait excessive, sont des vrais problèmes de notre société. Mais il ne faut pas non plus chercher à chaque instant dans l'existence une espèce de sécurité par rapport à l'environnement qui fait que les êtres humains sont terrifiés dès qu'ils sortent de leur maison en disant « Tiens, il y a un nuage, il vient de Tchernobyl, l'eau est polluée, on mange de l'aluminium, on a des produits cancérigènes. » C'est-à-dire cette espèce de perpétuelle diabolisation de l'environnement est peut-être aussi quelquefois excessive. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Moi, je suis un observateur extérieur. Et comme je viens souvent à Monoblesse, ça m'intéressera de suivre cette aventure. Et personnellement, je pense qu'il faut que vous le portiez. Parce que si vous êtes en situation de méfiance, eh bien, à ce moment-là, ces 2 structures seront incapables,
au fond, d'apporter ce qui est en germe, c'est-à-dire un nouveau rapport au corps, un nouveau rapport à l'homme. Et je pense que la médecine, dans ce domaine, aura tout à gagner, comme la population. Bien, peut-être certains ont des questions rentrées, mais il y aura un moment encore où vous pourrez peut-être discuter au fond, au bar, avec quelques amuse-gueules éventuellement, si vous en avez envie. Et merci infiniment à nos 3 intervenants qui ont répondu. Et bravo aux initiateurs des centres à venir. Et rendez-vous aux prochaines soirées débats. Rendez-vous aux prochaines soirées débats qui auront lieu à Saint-Jean-du-Gard, Mialet, Sainte-Croix-Vallée Française et Saumanne. Vous aurez le programme bientôt dans la presse. Les sujets tourneront autour de la justice restaurative. Quelle question? Est-ce que les dons seront pris en compte par le fisc?